À 7h22, la police pénètre dans une maison de la rue Libertad à Santa Rosa, en Argentine. Sur la cuisinière se trouve une casserole. À l'intérieur se trouvent des fragments qu'un médecin légiste identifie immédiatement. Ils appartiennent à Marta Fernandez, qui n'avait que 7 ans. C'est précisément ce fait terrible qui devient le point de départ d'une enquête qui s'entoure rapidement de mystères. La rue Libertad est une rue ordinaire et tranquille à la périphérie de Santa Rosa. Des maisons d'un étage peintes en couleur pastel. La maison numéro 43 ne différait pas de ses voisines, jusqu'au matin du 13 août 2021, lorsque la police y pénétra. 7h22. 3 policiers franchissent la porte sans résistance. Dans la maison, c'est le silence. Dans l'air flotte une faible odeur de chlore, légèrement masquée par quelque chose de désagréablement familier. Sur la cuisinière, les policiers remarquent une grande casserole. La cuisinière est éteinte depuis longtemps, le métal déjà refroidi. Le médecin légiste, qui arrive un peu plus tard, constate immédiatement l'évidence. À l'intérieur se trouvent des restes humains. Lors du premier examen, l'expert arrive à une conclusion choquante. Les fragments appartiennent à Marta Fernandez, âgée de 7 ans. Les policiers commencent immédiatement la fouille de la maison. La chambre de Marta est vide. Le drap sur son lit est encore chaud. L'expert en conclut que le déplacement a eu lieu il y a moins d'1 heure. Dans le couloir qui mène de la chambre à la cuisine, le sol est fraîchement lavé. Il sent distinctement le chlore. Quelqu'un a visiblement tenté de dissimuler quelque chose. Dans la cour arrière se trouve une poubelle ordinaire. Le couvercle est légèrement ouvert. Elle est vide, mais l'un des agents demande à vérifier les caméras de surveillance voisines. Les enregistrements d'une caméra de la maison d'en face capturent un moment important. L'heure d'enregistrement, 2h41. Dans l'objectif apparaît une silhouette en long peignoir. Le visage n'est pas reconnaissable. La personne porte un gros objet qu'elle dépose dans la poubelle de la cour arrière de la maison numéro 43. Cette action ne dure pas plus d'1 minute, après quoi la silhouette disparaît rapidement dans la maison. La caméra est faible. L'enregistrement nocturne ne fournit que des détails minimaux. Mais l'heure est précisément notée. 2h41. À ce moment-là, 2 personnes se trouvaient dans la maison. Carlos Fernandez, le père de Marta, et Marta elle-même. Le père, encore somnolent et confus, dit immédiatement à la police qu'il a entendu un bruit dans la nuit, mais qu'il pensait que c'était un rêve. Il prétend s'être levé pour la dernière fois vers 23h pour vérifier la porte. Ensuite, il aurait soi-disant dormi et ne se serait réveillé qu'au moment où la police frappa à la porte. La deuxième personne qui visitait fréquemment cette maison, Marco Ruiz, un ami de la famille, n'était pas présent cette nuit-là. Normalement, il venait sans prévenir, avait libre accès et des clés. Carlos le désigne immédiatement. Carlos semble perdu et sincèrement effrayé. Il raconte aux policiers, de manière incohérente, qu'il a vu dans l'obscurité quelqu'un qui ressemblait à Marco dans la cour arrière. Mais les détails de son histoire sont flous. Visiblement, il n'est pas sûr de ses propres mots. Néanmoins, les policiers prennent cette déclaration en procès-verbal et commencent la recherche de Marco Ruiz. Dans la cuisine, l'expert fait entre-temps une autre constatation importante. Les restes ont été cuits pendant au moins 40 minutes. Le minuteur de la cuisinière s'est arrêté à 3h28. L'indication du minuteur correspond au premier calcul de l'expert et confirme que le processus s'est terminé exactement à ce moment-là. En assemblant les 2 faits, les policiers établissent une période. La caméra a enregistré à 2h41 une personne inconnue avec un objet encombrant près de la poubelle. Le minuteur de la cuisinière s'est arrêté à 3h28. La période entre ces 2 points devient le moment clé. Presque 50 minutes qui détermineront la suite de l'enquête. Consciente que la situation exige une action immédiate, la police place Carlos officiellement en garde à vue pour interrogatoire. À ce moment-là, il est le principal suspect. Sa culpabilité n'est cependant pas encore prouvée. Jusqu'à présent,
Seules les données du minuteur de la cuisinière et l'étrange silhouette sur la caméra contredisent ces paroles. Marco Ruiz n'est pas chez lui. Sa localisation actuelle est inconnue. Amis et connaissances ne donnent pour l'instant aucune information à la police sur ses mouvements cette nuit-là. 2 jours se sont écoulés depuis l'arrestation de Carlos Fernandez. La police continue de vérifier ses déclarations, qui semblent toujours incomplètes et contradictoires aux enquêteurs. La question principale reste inchangée. Carlos se tait obstinément sur ce qu'il a fait dans la nuit du 13 août de minuit à 4 heures du matin. Les dettes. C'est la première piste que les enquêteurs approfondissent. D'un relevé bancaire, on apprend que Carlos Fernandez n'a pas remboursé depuis plusieurs mois un crédit de 18 000 pesos argentins. La banque avait envoyé des rappels et exigé le remboursement de l'argent, sinon des mesures dures étaient menacées. Il n'est pas encore clair si ces problèmes sont liés aux événements de la maison de la rue Libertad, mais les problèmes financiers, comme le montre l'expérience d'enquête dans des cas similaires, sont souvent la première étape pour décrypter la personnalité du suspect. Le détail suivant apporte encore plus de confusion. Les enquêteurs demandent les données de l'opérateur de téléphonie mobile et tombent sur un fait intéressant. Dans la nuit du 12 au 13 août, le téléphone de Carlos fonctionnait parfaitement, à l'exception d'un étrange intervalle d'1 heure, 17 à 1h45. Pendant cette période, le téléphone a été mis en mode avion puis rallumé. Qui et pourquoi a interrompu la connexion pendant ces 28 minutes est inconnu. Carlos ne donne aucune explication à ce sujet. Pendant ce temps, la police continue d'examiner le passé de Carlos. Des dossiers médicaux apparaissent, selon lesquels il avait subi un examen dans la clinique psychiatrique municipale de Santa Rosa 11 mois avant les événements tragiques. Un psychiatre avait noté officiellement dans le dossier le diagnostic « épisode aigu d'un trouble paranoïaque ». Ce n'est pas un diagnostic chronique, mais de tels épisodes peuvent changer le comportement d'une personne, particulièrement dans des situations de stress. Les enquêteurs considèrent également cette version, bien qu'il n'y ait pour l'instant aucun lien direct. L'enquête se tourne vers l'entourage de Carlos. Un entretien avec l'un de ses collègues de l'usine où Carlos travaillait depuis plusieurs années apporte de nouveaux détails. Le collègue, dont le nom est Luis, raconte à la police que Carlos avait fait plusieurs fois d'étranges remarques sur Marta. Une fois, il avait dit littéralement « Elle m'est en quelque sorte étrangère, Noémia ». En même temps, les enregistrements des caméras de l'usine ne montrent rien d'inhabituel. Carlos semble calme. Son comportement au travail ne diffère pas de l'habituel. Cependant, l'indication de l'état psychique du suspect suffit aux enquêteurs pour commenter officiellement l'état de l'enquête devant la presse. Le 15 août, le chef du groupe d'enquête déclare aux journalistes « La version de la psychose est actuellement considérée comme la plus probable ». Cette formulation est prudente, mais sonne assez déterminée pour diriger l'attention publique spécifiquement sur la personne de Carlos. Mais l'enquête continue. Le soir du même jour, à 18h20, arrive une nouvelle importante du laboratoire. Dans la poubelle derrière la maison a été trouvé un rouleau à pâtisserie en bois ordinaire. L'examen montre, sur le rouleau à pâtisserie ont été découvertes des traces de sang qui correspondent à l'échantillon de Marta Fernandez. Sur le même rouleau à pâtisserie se trouvent également des empreintes digitales claires de Carlos. Pour la police, cela ressemble à une preuve solide qui lie directement Carlos au crime. Mais la défense de Carlos conteste immédiatement cette conclusion. L'avocat du suspect explique officiellement aux enquêteurs que Carlos utilisait ce rouleau à pâtisserie quotidiennement pour cuisiner. Les empreintes auraient pu y arriver bien plus tôt. Les traces de sang sont une autre question, mais l'avocat insiste sur le fait que la présence des empreintes digitales de Carlos ne prouve pas sa participation directe à la tragédie. Cette formulation oblige les enquêteurs à réexaminer les détails. La police tente toujours de comprendre pourquoi Carlos ne dit rien sur la période entre minuit et 4 heures du matin. Mais le suspect se tait obstinément ou répète la même chose. Il dormait et ne peut se souvenir de rien d'inhabituel. Ce silence, combiné au diagnostic psychiatrique et aux problèmes financiers, forme graduellement autour de Carlos l'image d'un homme qui avait suffisamment de raisons pour un effondrement.
Mais pour une accusation, il faut des faits, pas des images. Jusqu'à présent, il n'y a pas assez de données pour clore définitivement cette affaire. Officiellement, la police n'écarte pas non plus la version d'une participation de Marco Ruiz. Mais il reste introuvable, et la version exprimée par Carlos selon laquelle il aurait vu précisément Marco dans la cour arrière cette nuit-là n'est soutenue par rien d'autre que ses propres mots. Ruiz reste pour l'instant en dehors du focus de l'enquête, bien que sa personne soit vérifiée par tous les canaux. À la fin du deuxième jour, après l'annonce officielle de la version de la psychose de Carlos aux journalistes, l'affaire semble avoir quelque peu progressé. Les dettes de Carlos, le mode avion du téléphone, l'épisode psychiatrique et les empreintes digitales sur le rouleau à pâtisserie, ce sont des détails significatifs qui forment un portrait complexe du suspect. L'enquête s'approfondit dans la personnalité de Carlos, mais il n'y a toujours pas de réponse définitive. L'enquête porte son attention sur la famille Fernandez et remonte 6 mois en arrière, avant les événements tragiques d'août. Au premier plan apparaît la mère de Marta, Sofia Fernandez. Jusqu'à présent, elle n'était qu'un témoin, une mère qui avait été interrogée. Maintenant, la police pose des questions gênantes sur sa vie privée et sa situation financière. Sofia travaille depuis quelques années dans la clinique locale. Officiellement, son poste est infirmière, mais les plannings de travail que la police étudie montrent une étrange régularité. Ces 6 derniers mois, Sofia n'a pris que des gardes de nuit, pour lesquels elle recevait le double du salaire. L'argent supplémentaire semblait être une explication logique, jusqu'à ce que les enquêteurs trouvent les relevés de compte. Les relevés montrent des virements réguliers d'environ 10 000 pesos argentins vers un compte avec la mention SOF .R. L'argent était envoyé toutes les 2 semaines, proprement, systématiquement, toujours en petites parties, pour ne pas attirer l'attention de son mari. Dans les rapports de février se trouvent 2 de ces virements, le 2 et le 10 février. Sofia ne voulait visiblement pas que Carlos sache pour cet argent. Les enquêteurs n'ont pas encore découvert à qui appartient le compte, et Sofia elle-même répond de manière évasive qu'il s'agit de économie personnelle pour tous les cas. Dans les protocoles du messager WhatsApp, les enquêteurs remarquent une communication intensive entre Sofia et l'ami de la famille Marco Ruiz. La correspondance a un ton personnel qui ne correspond pas tout à fait aux conversations habituelles sur l'aide aux tâches ménagères. Cependant, lorsque Sofia est confrontée à ces messages, elle prétend que Marco aide seulement Marta avec ses devoirs, car Carlos, en raison de ses gardes de nuit au supermarché, n'est presque jamais à la maison. Mais les déclarations des voisins que collectent les détectives contredisent les affirmations de Sofia. Le voisin de la maison d'en face, un homme âgé, confirme qu'il a vu Marco Ruiz sortir de la maison des Fernandez le soir du 11 février à 22h55. À ce moment-là, Carlos n'était pas à la maison. Il travaillait dans l'équipe de nuit au supermarché. L'heure et le lieu s'accordent parfaitement. À pied du supermarché à la maison, il y a environ 3 km. Cela prend environ 35 minutes. Ainsi, Sofia et Marco étaient effectivement seuls sans Carlos, et probablement pas pour la première fois. Ces informations parviennent à la presse et naît la première version publique, un triangle amoureux. Journaux et chaînes d'actualité locales suggèrent prudemment, mais fermement, qu'il existe une relation entre Sofia et Marco. De cette version, on tire rapidement la conclusion que le motif du crime aurait pu être la jalousie de Marco envers Sofia ou son conflit avec Carlos. Les enquêteurs qui avaient à vérifier Marco Ruiz examinent cependant attentivement son alibi pour la nuit du 13 août. Les caméras du supermarché où il travaille comme magasinier de nuit le disculpent complètement du soupçon de crime. Selon les enregistrements vidéo, Marco se trouvait continuellement au travail de 0h15 à 3h40. Ainsi, il ne pouvait physiquement pas être dans la maison des Fernandez rue Libertad au moment où la tragédie s'est produite. La fausse piste est rapidement fermée avec un procès-verbal officiel des caméras du supermarché. Le soupçon direct contre Marco est abandonné, mais l'idée d'une relation secrète entre Sofia et Marco ne disparaît pas. Sofia redevient une figure importante dans cette enquête, bien que son rôle reste pour l'instant peu clair. Les enquêteurs se tournent à nouveau vers les virements bancaires. L'argent qui coule vers le compte inconnu, SOF.
reste la plus grande énigme que Sofia ne se dépêche pas d'élucider. Les preuves rassemblées par l'enquête indiquent que Sofia a tenté pendant une longue période de cacher quelque chose à son mari. Mais tant que les enquêteurs ne découvrent pas complètement ses motifs, la tension autour de la vie privée de la famille Fernandez persiste. L'enquête retient des faits importants. Virement d'argent secret, garde de nuit de Sofia, rencontre fréquente avec Marco Ruiz en l'absence de son mari. Ces détails donnent à l'enquête une nouvelle direction, bien qu'un lien direct avec le crime fasse encore défaut. La version d'une romance entre Sofia et Marco n'apparaît pour l'instant que comme un motif de conflit au sein de la famille, mais sans rapport direct avec Carlos lui-même. Les voisins confirment qu'il y avait des bizarreries dans la famille Fernandez, une tension qui était même perceptible de l'extérieur, mais il n'y a pas de preuve directe contre Sofia. Et Carlos persiste dans la version selon laquelle il dormait cette nuit-là et n'avait rien entendu. L'enquête ne précipite pas les conclusions, car elle comprend que l'affaire est grave et nécessite une approche prudente. Autour de la famille se crée une nouvelle aura de méfiance. Sofia et Marco sont sous surveillance étroite, malgré l'alibi confirmé de ce dernier. Le plus important, cependant, est que les enquêteurs mettent graduellement les émotions de côté et se concentrent uniquement sur les faits. 2 questions principales restent ouvertes. Pourquoi Sofia a-t-elle transféré secrètement de l'argent de son mari? Et quelle relation la liait vraiment à Marco Ruiz? La réponse à la première question pourrait éclairer le vrai motif du crime. La réponse à la seconde, expliquer le comportement de Carlos et Sofia dans les derniers jours avant la tragédie. L'investigation retourne aux preuves matérielles, mais sous un autre angle. La prochaine découverte promet d'être décisive. Le matin du 16 août apporte un détail nouveau et extrêmement inattendu dans l'enquête. Dans le laboratoire de criminalistique, où avait été précédemment examiné le rouleau à pâtisserie avec les empreintes digitales de Carlos et le sang de Marta, ils découvrent une particule microscopique de latex bleu. La taille du fragment est à peine visible même au microscope, mais cette découverte suffit à orienter le cours de l'enquête dans une nouvelle direction. Les experts établissent tôt rapidement le fragment appartient à un gant de latex commercial de la marque Industria Santa Glove, fabriqué par une usine locale. Le laboratoire détermine même le numéro de lot, numéro 2876. Les enquêteurs contactent immédiatement l'usine de fabrication et obtiennent la documentation. Le lot numéro 2876 a été fabriqué début août 2021 et livré à plusieurs clients de la ville de Santa Rosa. Dans la maison de la famille Fernandez, de tels gants n'ont pas été trouvés. La police vérifie soigneusement la cuisine, les espaces de stockage et même les objets personnels, mais sans résultat. Mais un autre détail suscite l'intérêt. Le lot de gants numéro 2876 a été récemment acheté par le supermarché où Marco Ruiz, l'ami de la famille qui était précédemment tombé sous les soupçons, travaille depuis de nombreuses années. Le même jour, à 14h45, les enquêteurs se rendent au supermarché pour vérifier personnellement la présence des gants. Tout s'accorde parfaitement. Un bon de livraison du 1er août 2020 et un confirme que précisément ce lot est récemment arrivé dans l'entrepôt du supermarché. La direction coopère avec les enquêteurs et autorise le prélèvement de plusieurs échantillons pour une vérification supplémentaire. Marco Ruiz est à nouveau convoqué pour témoigner. Son alibi avait déjà été confirmé auparavant, mais le fait que les gants se trouvent sur son lieu de travail nécessite une clarification. À la question de l'enquêteur s'il aurait pu prendre ou utiliser des gants de ce lot, Marco répond calmement. Les gants sont à la disposition de tous. N'importe quel employé aurait pu les prendre, même des clients s'ils l'avaient que voulu. Ils sont toujours en libre accès. Sa réponse semble logique, mais n'élimine pas complètement les questions des enquêteurs. Les preuves s'assemblent cependant en une autre image. La version selon laquelle Marco aurait pu prendre discrètement un gant, venir la nuit et organiser l'incident, semble plausible. Cette version redevient le thème central des discussions au sein du groupe d'enquête. Mais il faut plus de preuves avant qu'une accusation sérieuse puisse être portée. Tandis que la police considère à nouveau Marco comme possible complice ou exécutant,
les techniciens de criminalistique entrent à nouveau en scène. Vers le soir du même jour, exactement à 22h10, l'expert en dactyloscopie annonce des nouvelles choquantes. Sur le fragment microscopique de latex trouvé sur le rouleau à pâtisserie, une empreinte digitale partielle claire a été identifiée. Et cette empreinte digitale appartient à nouveau à Carlos Fernandez. La correspondance de l'empreinte digitale est confirmée par 11 caractéristiques uniques. C'est suffisant pour un tribunal. Les moments de suspicion contre Marco sont immédiatement abandonnés. Il devient clair que Carlos est entré en contact d'une manière ou d'une autre avec le gant qui avait été précédemment lié au lieu de travail de Marco. La fausse piste dans laquelle Ruiz jouait le rôle du coupable est définitivement fermée. Maintenant, l'enquête dispose d'une preuve directe contre Carlos. Toutes les preuves physiques se concentrent exclusivement sur le père de Marta. Les questions sur l'état psychique de Carlos restent ouvertes et devront être clarifiées lors du procès. L'expertise de la clinique municipale sera présentée séparément au tribunal et c'est seulement là qu'on verra si son comportement était conscient ou lié à l'épisode paranoïaque précédemment établi. Les enquêteurs travaillent maintenant avec des matériaux suffisants pour une accusation. Le rouleau à pâtisserie, le sang, le fragment de latex et les empreintes digitales. Cette collection de preuves suffit normalement à former une position forte devant le tribunal. Mais jusqu'à ce moment, beaucoup de choses restent inexpliquées. En particulier, on ne sait toujours pas comment exactement la particule de gant est arrivée dans la maison de la famille Fernandez et pourquoi Carlos a tenté de cacher le contact avec elle. Le lot numéro 2876 est mentionné dans les dossiers d'enquête comme un maillon important qui pourrait plus tard expliquer définitivement la séquence d'action de Carlos cette nuit-là. Ceci n'est pas encore complètement révélé, mais le fait que les gants provenaient du supermarché où travaille Marco ne laisse toujours pas les enquêteurs en paix. Cette nouvelle pièce à conviction renforce considérablement la position de l'accusation, bien qu'elle ne révèle pas le motif direct de Carlos. Son silence concernant la nuit de la tragédie reste une énigme, et les actions secrètes de sa femme Sofia en rapport avec les transferts financiers restent toujours en arrière-plan de l'enquête. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'image claire qui explique comment les secrets de famille ont pu mener à de telles conséquences tragiques. Néanmoins, l'enquête commence à préparer les documents pour le transfert de l'affaire au tribunal. Dans les prochains jours doit avoir lieu la mise en accusation officielle de Carlos. Actuellement, il reste le seul accusé contre qui existent des preuves claires. La suite de l'enquête doit clarifier les derniers points et révéler définitivement le motif et la chronologie des actions qui ont mené à la tragédie dans la maison de la rue Libertad. La salle d'audience de Santa Rosa est remplie jusqu'au dernier siège. L'affaire qui avait commencé au petit matin du 13 août de l'année passée se termine après presque 7 mois. Maintenant se décide le sort d'un homme dont le nom était devenu connu dans toute la ville durant cette période. Carlos Fernandez, accusé du crime contre sa propre fille, Marta. Le procureur parle en premier. Il énumère sèchement et systématiquement les preuves qui ont été rassemblées pendant ces mois. La première et plus importante pièce à conviction est le rouleau à pâtisserie trouvé dans la poubelle derrière la maison de la rue Libertad. L'expertise a confirmé sans aucun doute la présence du sang de Marta et les empreintes digitales de Carlos lui-même. La deuxième pièce à conviction sont les enregistrements de la caméra du voisin, pris à 2h41 dans la nuit. Le tribunal autorise l'utilisation d'une technique d'amélioration d'image utilisant un algorithme de réseau neuronal, ce qui en 2022 est reconnu comme une preuve légale et fiable. L'enregistrement amélioré montre une silhouette en long peignoir, dont la taille correspond exactement à celle de Carlos, 1,78 m. Identifier complètement le visage est impossible, mais les données suffisent pour exclure d'autres personnes. La troisième pièce à conviction est la microparticule d'un gant de latex découverte sur le même rouleau à pâtisserie. Dessus a été clairement démontrée une empreinte digitale partielle de Carlos, confirmée par 11 correspondances. Le latex a été identifié comme appartenant au lot numéro 2876, acheté par le supermarché où travaille l'ami de la famille, Marco Ruiz. Devant le tribunal, il a été confirmé que Carlos avait lui-même pris le gant dès l'après-midi du 11 août dans l'entrepôt du supermarché pour effacer les traces du crime présumé. Ensuite, le tribunal passe à l'expertise des psychiatres.
Le document est daté du 20 septembre 2021. Selon les conclusions des spécialistes, Carlos Fernandez, au moment du crime, était conscient du caractère de ses actions, mais se trouvait sous l'influence d'un état délirant causé par une jalousie pathologique. Ce diagnostic ne l'exempte pas de responsabilité, mais explique les raisons qui l'ont poussé à un tel acte. Après l'expertise psychiatrique, le procureur aborde les détails liés aux problèmes financiers de la famille. Les documents bancaires et la correspondance entre Sofía Fernandez et Marco Ruiz confirment que Carlos souffrait d'un stress constant à cause des dettes et de la peur de perdre sa famille. Les psychologues confirment que les dettes renforçaient considérablement l'état de jalousie et d'angoisse. Un voisin de la famille confirme comme témoin qu'il a entendu vers 2h10 dans la nuit des cris étouffés venant de la maison des Fernandez. Les experts reconstituent la chronologie de cette nuit. Dans la période de 2h10 à 2h38, Carlos entre en conflit avec sa fille. Puis a lieu vraisemblablement le déplacement de Marta de la chambre à la cuisine, environ 15 mètres, pas plus de 2 minutes, sans témoin. À 2h41, la caméra enregistre Carlos portant Marta vers la poubelle dans la cour arrière. À 2h46, il revient et allume la cuisinière. Le minuteur s'est arrêté exactement à 3h28, ce qui correspond complètement au calcul des experts sur le temps d'action de la température sur les restes trouvés plus tard. La défense tente de contredire. L'avocat de Carlos explique que le rouleau à pâtisserie aurait pu être touché par les enquêteurs et est donc inadmissible comme preuve. Le juge demande immédiatement les protocoles photographiques de l'examen du lieu du crime et le procureur présente immédiatement les images. Le rouleau à pâtisserie a été photographié exactement dans la position où il a été trouvé avant d'être directement retiré de la poubelle. Ceci retire définitivement les arguments à la défense. À ce moment, Carlos, qui avait précédemment montré peu d'émotion, se lève soudain et commence à crier une phrase qui devient la dernière révélation de cette affaire. « Elle n'était pas à moi !» Les gardes réagissent rapidement et le rasseoir. Dans la salle règne un silence oppressant. Après une courte pause, le tribunal revient pour le prononcer du verdict. Le juge lit sèchement la décision. Carlos Fernandez est reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. Sur la base de toutes les preuves présentées, il lui est infligé la peine maximale possible, la réclusion à vie. L'enquête ferme officiellement l'affaire. La version d'une participation de Marco Ruiz est définitivement réfutée par la présence d'un alibi étanche et l'absence de ses empreintes digitales sur quelque pièce à conviction que ce soit. Sofía Fernandez n'a également rien à voir avec la tragédie. Son alibi est confirmé par les enregistrements de son lieu de travail et des témoins. Le tribunal s'exprime aussi séparément sur la question de l'état psychique de Carlos. Bien qu'une partie de l'expertise ait été lue dans la salle d'audience, la version complète de l'expertise psychiatrique de Carlos Fernandez reste sous scellé jusqu'à l'année 2035 sur ordre du tribunal. Les raisons de cette décision ne sont pas officiellement révélées. La séance est terminée. Spectateurs et presse quittent la salle d'audience. Carlos est emmené sous surveillance renforcée. L'affaire qui avait tenu toute la ville en haleine pendant plus d'un semestre est fermée pour toujours. La police est arrivée dans un entrepôt suite à un appel ordinaire. Les ouvriers avaient trouvé un vieux tonneau rouillé d'où émanait une forte odeur. Il était même effrayant de l'ouvrir. Personne ne soupçonnait qu'à l'intérieur se trouvait la clé d'un mystère vieux de 5 ans. À 9h45 du matin, le 10 mai 2023, une journée de travail ordinaire dans la zone industrielle de Beira Rio a été interrompue par un appel à la police. L'entrepôt numéro 17, qui se trouvait au fond d'un quartier gris, était destiné au stockage d'équipements de construction et industriels.
Le dernier inventaire programmé avait eu lieu là presque 2 ans auparavant. Depuis, certains des objets stockés avaient été radiés et tombés dans l'oubli. Ce jour-là, les ouvriers se préparaient à vider l'entrepôt pour faire de la place à une nouvelle livraison d'équipements. Au milieu d'un tas de métal et de vieilles pièces, quelqu'un a remarqué un tonneau métallique. Il se trouvait à l'écart, sur le bord, à moitié recouvert d'une couche de poussière et de rouille. Au début, personne ne lui prêta une attention particulière. Mais quand les ouvriers ont essayé de déplacer le tonneau avec un chariot élévateur, une odeur désagréable s'est nettement échappée sous le couvercle. Les policiers et les techniciens criminalistiques sont rapidement arrivés sur les lieux. L'examen du tonneau n'a duré que quelques minutes. Il s'agissait d'un conteneur industriel de 200 litres. Sur la couture inférieure se trouvait une marque de fabricant à peine visible. Année de fabrication 2018. Avec précaution, les techniciens criminalistiques ont éclairé la zone autour du couvercle avec une lampe de poche et ont confirmé le soupçon. À l'intérieur se trouvait évidemment quelque chose qui était là depuis plus d'1 an. Quand le couvercle du tonneau a été ouvert avec précaution, c'était immédiatement clair. Les experts avaient affaire à une découverte criminelle sérieuse. À l'intérieur ont été découverts des restes humains, partiellement recouverts de chaux et mélangés à de l'huile moteur épaisse et ancienne. Il était évident que quelqu'un avait essayé de cacher tout signe de qui se trouvait là et depuis combien de temps les restes étaient à cet endroit. La première investigation de la scène de crime a révélé peu, mais c'était des informations importantes. Les caméras de vidéosurveillance de l'entrepôt se sont révélées inutiles. Les archives de plus de 2 ans étaient automatiquement écrasées. L'entrepôt lui-même ne tenait pas de registre particulièrement soigneux de qui apportait quelle cargaison et quand. Cependant, sous les déchets et les résidus industriels, non loin du tonneau, une étiquette de l'entreprise de transport Autocargo a été trouvée, sur laquelle le numéro d'immatriculation d'une camionnette était partiellement conservé. C'était la première preuve concrète. L'interrogatoire des employés de l'entrepôt a révélé une autre coïncidence étrange. Le gardien, João Correia, qui travaillait là depuis 2017, a expliqué immédiatement qu'il avait vu ce même tonneau depuis de nombreuses années. Il n'avait jamais attiré une attention particulière et il pensait qu'il contenait des déchets ordinaires. À la question de savoir quand exactement le tonneau était apparu dans l'entrepôt, Correia a répondu incertain que c'était « il y a environ 5 ans, peut-être un peu plus tôt ». L'enquêteur a demandé à Correia de préciser ses souvenirs. Le gardien s'est souvenu d'un incident en 2020, environ 2 ans après la date supposée de l'apparition du tonneau dans l'entrepôt. Ce jour-là, une camionnette blanche avec une cargaison de matériaux de construction est entrée sur le terrain. Le conducteur, un jeune homme avec une barbe courte, maigre et peu bavard, a déchargé plusieurs caisses et un grand tonneau métallique. Correia soupçonnait qu'il s'agissait du même conteneur, mais il n'en était pas complètement sûr. L'enquêteur a noté cette information, mais intérieurement, il la considérait déjà comme peu utile. Selon la date indiquée sur la couture du tonneau et par l'état externe du conteneur, c'était clair. Le tonneau était apparu là, plus tôt que Correia ne l'avait décrit. Mais la version du conducteur barbu inconnu et de la camionnette blanche a été officiellement prise en compte et est restée comme le premier soupçon provisoire. Une analyse ADN rapide des restes a été ordonnée d'urgence. Pour la police, c'était une procédure habituelle, mais le temps d'attente s'est étendu sur presque 5 heures. À 16h25 le même jour, une réponse inattendue est arrivée du laboratoire. L'ADN a été comparé à la base de données des personnes disparues. L'identité a été établie sans équivoque. À l'intérieur du tonneau se trouvaient les restes de Sofia Alves, âgée de 27 ans,
qui avait disparu le 16 avril 2018. Son affaire était maintenue comme ouverte, mais avait disparu depuis longtemps dans les archives de la police et était devenue l'une de celles qui ne furent jamais résolues. Maintenant, la situation a changé soudainement. Ce qui avait commencé comme une opération ordinaire est devenu l'épisode clé d'un mystère de plusieurs années. La police a récupéré les dossiers de l'affaire Sofia Alves et a commencé une nouvelle phase d'enquête, ayant pour la première fois une preuve réelle dans cette affaire. Jusqu'à présent, les enquêteurs ne savaient pas qui exactement était le conducteur de la camionnette blanche et s'il avait une relation directe avec les événements. La personne qui avait réellement mis Sofia dans le tonneau restait également inconnue. Officiellement, la police a déclaré que la première et plus importante tâche consistait à identifier le propriétaire de la camionnette basée sur l'étiquette de l'entreprise de transport Auto Cargo. À partir de ce moment, chaque prochaine étape pourrait rapprocher les enquêteurs de la résolution du mystère qui avait vécu pendant 5 ans dans un vieux tonneau rouillé. 2 jours après la découverte dans l'entrepôt, la police est passée à la phase active d'enquête. En première place de la liste des suspects se trouvait l'ancien compagnon de Sofia, Tiago Martins. Leur relation avait officiellement pris fin 3 mois avant la disparition de Sofia. Mais après sa disparition, Tiago a montré publiquement de la douleur et a même participé aux actions de recherche. Pour la police, il ressemblait à un homme qui avait vécu une tragédie, mais pas comme un criminel. Cependant, la nouvelle découverte a changé l'approche de l'enquête. En vérifiant les transactions financières de Tiago de l'époque de la disparition de Sofia, la police est tombée sur un détail étrange. Dans un relevé de compte était enregistré un paiement du 17 avril 2018, littéralement le jour après la disparition de Sofia. Le paiement a été effectué dans le magasin de matériaux de construction Construção Lisboa. Dans la description de la marchandise était clairement « tonneau 200 litres, numéro d'article 327, montant 109 €. Les enquêteurs ont immédiatement demandé le reçu du magasin. Le résultat est arrivé après quelques heures. Le numéro de série du lot indiqué sur le reçu correspondait parfaitement à la marque du tonneau de l'entrepôt numéro 17. C'était un fait indiscutable qui confirmait que Martins avait acquis le tonneau. C'était la première preuve sérieuse qui reliait Tiago directement au lieu de la découverte. La police a interrogé Tiago le lendemain. Il semblait calme, presque indifférent. À la question de pourquoi il avait eu besoin d'un tonneau industriel directement après la disparition de Sofia, Martin a présenté sans hésitation une vieille facture. Selon elle, le tonneau avait soi-disant été acheté pour stocker du carburant diesel, car il possédait une camionnette Fiat Ducato et planifiait des voyages longs. Au début, cela sonnait logique. Cependant, la police ne s'est pas fiée aux paroles du suspect et a mené une vérification supplémentaire. L'ancienne camionnette de Martin a été trouvée presque immédiatement. Elle avait déjà été vendue en 2019 via un site web de voitures d'occasion. En examinant le véhicule, il s'est avéré qu'il avait été modifié. Le volume du réservoir de carburant avait été presque doublé de manière artisanale. Les experts ont clairement établi dans leur expertise un conteneur supplémentaire pour stocker du carburant diesel sous forme de tonneau industriel n'était pas nécessaire pour le propriétaire. L'alibi du suspect a vacillé pour la première fois. Une contradiction évidente est apparue. Tiago avait clairement menti en expliquant le but de l'achat. Cette même soirée, la police a reçu une déclaration inattendue qui l'a amené à examiner encore plus attentivement la personnalité du suspect. Miguel Souza, voisin et collègue de Martin pour de petits travaux de réparation, a expliqué aux enquêteurs que Tiago, ce jour-là, le 17 avril 2018, avait acheté non pas un, mais 2 fûts métalliques. Souza a assuré que Martins lui en avait cédé un, et
et c'est précisément celui-ci que le voisin avait vu dans son garage jusqu'en 2020. La déclaration de Miguel semblait sincère et convaincante. Mais immédiatement, une nouvelle énigme est apparue. Si Souza possédait réellement un fût, où était maintenant ce deuxième conteneur? Une vérification du garage de Miguel n'a rien révélé pour le moment. Aucune trace du fût ou de carburant diesel n'a été trouvée sur place. Souza s'est avéré irréprochable. La version du deuxième fût est restée en suspens et non résolue. Les enquêtes se sont poursuivies entre-temps. Le 13 mai 2023, la police a obtenu une autorisation judiciaire pour perquisitionner l'appartement de Thiago Martins dans le vieux quartier d'Alfama. Le petit appartement ordonné a immédiatement éveillé des doutes chez les techniciens criminels. Une première inspection n'a rien révélé d'inhabituel. Mais quand les experts ont retiré une petite partie du stratifié dans le couloir, la situation a changé drastiquement. Sous le sol, dans les joints et au raccord du vieux ciment, des traces microscopiques de sang ont été trouvées. Une analyse rapide a confirmé les pires craintes de la police. Les traces trouvées appartenaient à Sofia Alves. C'était la deuxième preuve, déjà extrêmement grave, qui indiquait clairement une connexion de Martins avec la disparition de la jeune fille. Après cette découverte, Thiago a perdu son sang-froid. Il s'est tu et a refusé de continuer à parler sans avocat. La police a décidé de suspendre temporairement l'interrogatoire pour ne pas effrayer le suspect et attendre les résultats de l'examen complet du sol dans l'appartement. Il fallait encore confirmer le volume et l'âge exact des traces trouvées. Si le sang avait été laissé exactement le jour de la disparition de Sofia, d'autres justifications du suspect deviendraient impossibles. Pendant que l'enquête battait son plein, les enquêteurs sont revenus à nouveau aux connexions financières et personnelles de Thiago. L'ex-compagnon de Sofia ne semblait plus être la personne qu'on avait vue auparavant, endeuillé et compatissant. Au contraire, de plus en plus de contradictions apparaissaient dans ses paroles et actions, de plus en plus d'étrangetés que personne n'avait remarquées auparavant. Cependant, la question du deuxième fût restait ouverte. Malgré la déclaration de Miguel Souza, la police ne s'est pas précipitée avec des conclusions définitives. Jusqu'à présent, il n'était même pas clair si le deuxième fût existait réellement. Et s'il existait, pourquoi personne d'autre que le voisin de Martins ne l'avait vu? L'enquête est revenue à nouveau à l'examen de documents et d'enregistrements pour ne pas manquer un seul détail qui pourrait éclairer les événements d'il y a 5 ans. Les moments de suspicion se condensaient autour de la figure de Thiago Martins, un homme qui était apparemment habile à cacher la vérité même aux personnes les plus proches. Presque une semaine après que l'attention des enquêteurs se soit concentrée sur la personne de Thiago Martins, la police a élargi le cercle de recherche de réponses et s'est tournée vers la famille de Sofia Alves. Dans l'enquête originale d'il y a 5 ans, sa famille n'avait pas été incluse dans la liste des suspects et agissait exclusivement comme partie lésée. Maintenant, pour la première fois, leurs transactions financières ont été examinées attentivement. Précisément, l'aspect financier de la vie de Sofia a soudain révélé des détails inattendus. En analysant les opérations bancaires de Sofia, les enquêteurs ont découvert une grande transaction. 14 000 € en espèces avaient été retirés de son compte littéralement un jour avant sa disparition, le 15 avril 2018. Ce détail n'avait pour une raison quelconque pas attiré l'attention auparavant, et maintenant les enquêteurs ont décidé d'aller au fond des choses. Lors d'une rencontre personnelle avec la mère de Sofia, Carla Alves, les enquêteurs ont tenté de clarifier l'origine et le but de cet argent. Carla, une femme du début de la cinquantaine, semblait sincère et réservée. Mais sa réponse a immédiatement éveillé la méfiance. Sofia n'avait pas de dette. Elle n'a jamais emprunté d'argent et ne devait rien à personne. Cependant, les documents bancaires disaient autre chose. De plus,
il s'est avéré que Carla Alves avait reçu le même jour, le 15 avril, un virement de 6 000 € sur son compte. Le but officiel était indiqué laconiquement « pour rénovation de cuisine ». Carla a expliqué sans émotion particulière que cela provenait de la vente d'une vieille voiture familiale qu'il voulait donc soi-disant vendre depuis longtemps. Dans ses paroles, il n'y avait aucune trace de nervosité et elle a confirmé calmement que l'argent provenait exactement de cette affaire. Les enquêteurs ont vérifié les paroles de Carla. Selon le registre des bureaux d'immatriculation, la famille Alves n'avait vendu aucune voiture, ni en avril 2018, ni plus tard. De plus, la dernière vente de voitures enregistrée dans leur famille avait eu lieu 3 ans avant la disparition de Sofia. Les paroles de la mère se sont avérées être un mensonge. Maintenant, la police soupçonnait Carla Alves de cacher des informations importantes aux enquêteurs. Des suppositions ont surgi que la mère savait beaucoup plus sur les problèmes financiers de sa fille qu'elle ne tentait de le montrer. Une des versions initiales de l'enquête était la supposition que Carla aurait pu être au courant d'un chantage de la part de l'ex-compagnon de sa fille, Thiago Martins. Les enquêteurs ont commencé à soupçonner que cet argent aurait pu faire partie d'une rançon ou de la tentative de résoudre un conflit dont la famille préférait ne pas parler. La version semblait convaincante exactement jusqu'à ce que la police examine la deuxième partie des documents bancaires de Sofia. Parmi les anciens relevés financiers, un détail beaucoup plus étrange a été trouvé. Il s'est avéré que Sofia avait réellement reçu une grosse somme en espèces non pas de la banque, mais d'une entreprise financière privée appelée LX Capital. La somme correspondait exactement moins 14 000 €. Les enquêteurs ont demandé des informations supplémentaires sur l'entreprise. La firme, enregistrée comme prêteur privé, n'était pas tombée auparavant dans le viseur de la police. Le propriétaire officiel de l'entreprise était un homme nommé Antonio Fernandez, sur qui il n'y avait pratiquement aucune information dans les bases de données policières, sauf qu'il restait en arrière-plan et n'était pas actif publiquement. Le fait que Sofia ait pu s'adresser à un prêteur privé a radicalement changé la perception de l'affaire. L'argent ne semblait plus être seulement une simple aide pour la famille ou un achat innocent. À la place, une version dangereuse a émergé selon laquelle Sofia aurait pu être impliquée dans une affaire financière qui l'a menée à un malheur beaucoup plus grand. Une vérification des contacts et des enregistrements de conversations a révélé que Sofia avait réellement pris contact avec le bureau de LX Capital peu avant sa disparition. Les données téléphoniques ont confirmé que la dernière réunion avec un représentant de l'entreprise avait eu lieu 3 jours avant que la jeune fille ne disparaisse. Lors d'un nouvel interrogatoire de Carla Alves, la police lui a demandé directement si elle savait quelque chose sur les problèmes financiers de sa fille et sur l'entreprise LX Capital. Carla a catégoriquement nié toute connaissance et a continué à insister sur sa version originale de la vente de voitures. Cependant, cette histoire semblait maintenant définitivement incroyable et la police a noté le mensonge de Carla comme un fait nécessitant une clarification supplémentaire. Néanmoins, les autorités ont décidé de ne pas porter d'accusations précipitées contre elle et se sont concentrées à la place sur l'investigation de la figure du mystérieux Antonio Fernandez. Son rôle dans tous ces événements restait pour l'instant peu clair. Il était seulement évident que Sofia était tombée d'une manière ou d'une autre dans une situation avec un risque financier considérable, que la famille était au courant de cela et tentait de le cacher. Il ne restait que la question : pourquoi ? La police a commencé à vérifier prudemment les connexions possibles entre le propriétaire de LX Capital, Antonio Fernandez, et le principal suspect, Thiago Martins. Pour le moment, ce n'était rien de plus qu'une supposition basée uniquement sur la logique générale des événements. Il n'y avait pas de preuves directes à ce moment-là, et l'enquête a décidé de procéder étape par étape sans manquer aucune piste.
une semaine d'investigation et de vérification interminable a finalement apporté des résultats. Les techniciens criminalistiques ont soigneusement extrait et lissé un fragment humide, presque détruit, de l'étiquette Autocargo qui avait été trouvée près du baril dans l'entrepôt numéro 17. Quand le papier a séché et est passé par un scan spécial, les experts ont pu déchiffrer un tampon à peine lisible, ID du conducteur NERA 58 G72. Ce détail s'est avéré crucial pour l'enquête. Les spécialistes du département d'investigation ont immédiatement demandé des informations de la base de données de l'entreprise Autocargo. Déjà une demi-heure plus tard est arrivée la réponse, qui contenait l'identité du conducteur assigné à l'ID spécifié. Il s'agissait de Diogo Silva, âgé de 33 ans, un conducteur auxiliaire qui avait travaillé pour l'entreprise seulement quelques mois en l'année 2018. Le statut de Silva a immédiatement changé à nouveau témoin. Diogo a été cité pour interrogatoire le jour même. Il semblait confus, mais calme. En présence de son avocat, Silva a raconté aux enquêteurs qu'en avril 2018, il transportait régulièrement diverses marchandises et déchets de construction sur commande de clients privés. Le conducteur se souvenait à contre-cœur des détails concrets de cette époque et affirmait ne se souvenir ni des visages, ni des caractéristiques spéciales des contractants. C'était son travail normal. Silva n'a pas nié la possibilité que sa camionnette ait pu être près de l'entrepôt numéro 17, mais a en même temps souligné qu'il n'avait rien laissé de suspect dans l'entrepôt, encore moins des barils. La police ne s'est pas empressée de le croire sur parole. Le même jour, après avoir obtenu un mandat de perquisition, les enquêteurs ont demandé les données de navigation GPS installées dans le véhicule de service de Autocargo. Le protocole du système a confirmé les pires craintes de Diogo Silva. Le 18 avril 2018, sa camionnette était effectivement sur le terrain de l'entrepôt numéro 17 dans la zone industrielle Beira Rio. Le temps de stationnement, 17 minutes. Selon les règles de l'entreprise, cela suffit pour décharger ou charger des marchandises. Lors d'une nouvelle conversation, le conducteur n'a pas pu expliquer les raisons de l'arrêt. Il insistait sur le fait qu'il ne se souvenait pas des détails du jour d'il y a 5 ans. Mais la police a remarqué un détail important. Silva avait travaillé ce jour-là sans partenaire et n'avait pas avec lui de terminal standard pour le contrôle de chargement, ce qui violait les règlements de l'entreprise. Cela a intensifié les soupçons de la police, car le conducteur sans contrôle aurait facilement pu décharger n'importe quoi dans l'entrepôt. Cependant, Silva a continué à nier toute action illégale. Son alibi s'est avéré faible et basé presque exclusivement sur des souvenirs personnels. La police n'avait pas de preuves directes de sa participation à la disparition de Sofia Alves, mais n'avait pas non plus de moyen de l'absoudre de soupçons. L'enquête était à un carrefour quand le lendemain, le département d'analyse criminalistique a rapporté une autre nouvelle inattendue. Les experts qui avaient étudié les enregistrements du système de circulation urbaine pour le 18 avril 2018 ont découvert un fragment important d'un enregistrement vidéo. Il s'est avéré que le jour où la camionnette de Diogo Silva s'est dirigée vers l'entrepôt numéro 17, un autre véhicule l'a suivi, un Fiat Ducato blanc. Les experts ont pu lire une partie de la plaque d'immatriculation de cette deuxième camionnette qui correspondait complètement au véhicule qui avait précédemment appartenu à Thiago Martins et avait été vendu par lui en 2019. L'apparition d'un deuxième véhicule a immédiatement changé la direction de l'enquête. Il est devenu évident qu'il y avait un autre participant inconnu dans l'histoire, dont le rôle n'était pas moins significatif que celui de Silva. Maintenant, les enquêteurs devaient découvrir si les conducteurs des deux camionnettes se connaissaient et s'ils ont agi ensemble, ou si l'un a suivi l'autre en tentant de passer inaperçu. Face aux nouvelles circonstances,
Le parquet a immédiatement émis un ordre de saisie des serveurs du système de vidéosurveillance urbaine pour reconstruire le profil complet de mouvement des deux véhicules pendant tout le 18 avril 2018. Pendant que la police attendait les résultats de l'examen technique détaillé, les enquêteurs ont de nouveau cité Diogo Silva pour une conversation afin de vérifier ses déclarations originales. Cette fois, Silva était notablement plus nerveux. L'apparition de la deuxième camionnette était une surprise pour lui, mais il a continué à insister sur son innocence complète et à assurer qu'il n'avait jamais vu auparavant le Fiat Ducato blanc et ne connaissait personne avec le nom de famille Martin. Son avocat a demandé d'éviter les conclusions hâtives et a rappelé que tout cela n'était jusqu'à présent que des indices. Les enquêteurs ont compris que Diogo Silva était peut-être seulement un témoin occasionnel ou participant des événements, sans réaliser toute l'ampleur de la situation. Sa participation possible est restée indéterminée, mais les enquêteurs ne se sont pas non plus empressés de retirer complètement le conducteur de la liste des suspects. Il existait la possibilité que Silva cache intentionnellement une partie des informations. Maintenant, le mystère du Fiat Ducato blanc est devenu l'épisode clé de l'enquête. L'homme qui était au volant de cette camionnette est devenu l'une des figures les plus importantes de toute l'histoire. Pendant que la police ne se dépêchait pas de nommer le conducteur du deuxième véhicule, les moments de soupçon contre l'ex-compagnon de Sofia, Tiago Martins, s'intensifiaient jour après jour. Les techniciens criminalistiques n'étaient étant sûrs que d'une chose. L'étiquette « auto-cargo » avait mené l'enquête à un conducteur concret et un moment concret. Maintenant, il était important de comprendre ce qui s'était exactement passé ce jour d'avril près de l'entrepôt numéro 17 et qui était l'homme au volant du Fiat Ducato blanc qui a suivi la camionnette de Diogo Silva. Une semaine après que la police ait découvert la piste de la deuxième camionnette, l'enquête est revenue à nouveau à la personne de Miguel Sousa, le voisin et collègue de Tiago Martins. Au début, les enquêteurs avaient prêté peu d'attention à Sousa et l'avaient considéré comme un témoin secondaire. Maintenant, son garage était au centre de l'intérêt. Le 30 mai, la police a effectué une perquisition programmée dans le garage de Miguel, qu'il utilisait comme un petit atelier de réparation. À l'intérieur, entre des boîtes d'outils et des sacs de ciment, plusieurs paires de gants de construction anciens ont été trouvés. Il ne semblait pas suspect jusqu'à ce qu'un des experts remarque une fine couche de poudre blanchâtre sur eux. Une analyse rapide a rapidement révélé qu'il s'agissait de chaux de construction ordinaires, mais la police a décidé d'envoyer les gants pour une analyse de laboratoire approfondie. Dès le soir du lendemain, sont arrivés des résultats qui ont radicalement changé le statut de Sousa. À l'intérieur d'un des gants ont été trouvées des traces microscopiques de sang et de cheveux qui correspondaient à 99,8% à l'ADN de Sofia Alves. Maintenant, la police avait un autre suspect. Sousa fut arrêté pour interrogatoire le soir de ce même jour. Dans les premières minutes, il semblait choqué et ne cachait pas sa surprise concernant la découverte dans son garage. Miguel expliqua aux enquêteurs avec assurance que les gants de Tiago Martins avaient été laissés après une réparation qu'ils avaient effectuée ensemble il y a quelques années. Il affirma qu'il les avait à peine utilisés et avait oublié depuis longtemps qu'il possédait même ces gants. Les enquêteurs vérifièrent sur les paroles de Sousa et découvrirent qu'il avait effectivement travaillé avec Martin sur une série d'objets pendant les années 2017 à 2018. Des témoins et des entrepreneurs confirmèrent que les deux hommes partageaient souvent des outils et des matériaux de construction, et cela ne semblait pas suspect. Mais l'apparition de l'ADN de Sofia sur les gants rendit automatiquement la situation plus compliquée. Les enquêteurs tentèrent de déterminer si Sousa aurait pu transporter ou déplacer le baril. Selon les données d'immatriculation, Sousa possédait jusqu'à 2020 et un minibus Nissan Vanette capable de transporter de gros objets. Théoriquement, il aurait pu parcourir les 12 km
jusqu'à la zone industrielle Beira Rio et retour en une demi-heure. Un fait important était qu'une caméra de surveillance était installée dans le garage de Souza, mais elle avait cessé de fonctionner dès 2019. Le propriétaire l'avait lui-même déconnectée et expliqua cela par une simple économie d'argent. Une vérification révéla que c'était vrai. Aucun enregistrement n'existait après cette période. Il était maintenant impossible de prouver ou de réfuter les paroles de Miguel basées sur les enregistrements des caméras. Les enquêteurs comprenaient que les preuves semblaient contradictoires. Souza affirmait n'avoir rien à voir avec le Barry et ne pas connaître personnellement la victime. Il admit que Sofia était venue quelquefois voir Thiago quand ils formaient un couple, mais il n'avait eu aucun contact direct avec elle. Ses explications sonnaient logiques, mais les preuves continuaient d'inquiéter. Pour écarter ou confirmer les soupçons contre Souza, la police effectua une autre vérification. Cette fois, l'ADN de Miguel lui-même fut utilisé pour le comparer aux échantillons trouvés dans les gants. Les résultats furent inattendus. Un rapport de BMRS confirma que le matériel biologique sur les gants provenait de Sofia, mais excluait complètement que le sang ou d'autres traces puissent provenir de Miguel Souza lui-même. De plus, pas une seule de ces empreintes digitales ou cellules de peau ne fut trouvée à l'intérieur des gants, ce qui semblait extrêmement étrange. Il était clair que les gants avaient été portés par une autre personne qui avait préalablement enfilé de fins gants de protection à l'intérieur. Cette découverte confirma les paroles de Souza qu'il n'avait pas porté les gants lui-même. Mais maintenant surgissait une nouvelle énigme. Qui exactement les avait portés et dans quel but? L'identité de cette personne devint l'objectif principal des enquêtes ultérieures. En même temps, les experts de police décidèrent de se concentrer sur l'origine de la chaux sur les gants. Cette substance avait été trouvée à la fois dans le baril de l'entrepôt et reliait maintenant clairement les gants à l'incident d'il y a 5 ans. Le laboratoire commença à examiner la composition chimique de la chaux, espérant comprendre d'où elle provenait exactement et où elle aurait pu être stockée auparavant. Souza lui-même resta sous observation, mais une accusation formelle était prématurée pour le moment. L'enquête conclut que le rôle de Miguel dans l'affaire se limitait probablement à une sorte d'intermédiation, bien qu'ils ne connaissent peut-être pas les détails de ce qui s'était passé entre Thiago et Sofia. Maintenant, les enquêteurs le voyaient plutôt comme quelqu'un qui avait été utilisé par quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la police continua d'examiner les connexions et la collaboration entre Martin et Souza, cherchant une réponse à la question principale. Comment exactement les gants avec le matériel biologique de Sofia étaient-ils arrivés dans le garage d'un homme qui n'avait jamais eu de contact direct avec elle? Les enquêteurs comprenaient qu'éclaircir ce détail pourrait les rapprocher de la réponse principale sur ce qui était exactement arrivé à Sofia en avril 2018. Après une série d'événements qui menèrent les enquêteurs vers de nouveaux suspects et preuves, l'enquête se tourna à nouveau vers l'aspect financier de la vie de Sofia Alves. C'est précisément là que la police trouva un document qui représentait un nouveau tournant sérieux dans l'affaire. En examinant les archives bancaires et juridiques, les enquêteurs obtinrent un contrat de microcrédit que Sofia avait signé seulement un jour avant sa disparition, le 15 avril 2018. Selon le document, elle avait contracté un prêt auprès de l'entreprise L House Capital de 20 000 €. Les conditions du prêt étaient dures, 28% par an. Beaucoup plus intéressant, cependant, était le fait que comme garant de ce prêt apparaissait nul autre que Thiago Martins, l'ancien compagnon de Sofia et principal suspect dans l'affaire. Ce contrat devint la première preuve concrète d'une connexion financière entre Sofia et Martin après leur séparation officielle. Jusqu'alors, Martin avait assuré aux enquêteurs que la communication avec Sofia après la séparation avait été minimale et formelle. Maintenant,
Ces affirmations semblaient douteuses. Lors d'un nouvel interrogatoire, Thiago Martins expliqua à nouveau avec assurance qu'il avait donné sa signature exclusivement par désir d'aider son ancienne amante à ouvrir sa propre entreprise. Un petit café dans le vieux quartier de la ville. La police confirma après avoir vérifié les contacts de Sofia. La jeune fille avait effectivement discuté de projets d'ouverture d'un café avec ses amis et sa famille, mais elle-même n'était évidemment pas sûre des détails de l'entreprise. Les enquêteurs examinèrent soigneusement la correspondance de Sofia. Précisément les messages, textes éclairèrent les véritables doutes de la jeune fille. Sofia cherchait activement un avocat 2 jours avant sa disparition pour se faire conseiller sur les conditions du contrat avec LX Capital. La correspondance montrait clairement que les conditions du prêt lui avaient été imposées et Sofia n'était pas sûre de pouvoir remplir ses obligations financières. Les messages étaient en cours et nerveux, et le dernier contact avec un avocat eut lieu littéralement quelques heures avant sa disparition. C'est précisément alors qu'une nouvelle version émergea. Sofia aurait pu être victime de ses obligations financières. Les enquêteurs commencèrent à considérer sérieusement l'hypothèse que la mort de la jeune fille aurait pu être avantageuse pour le propriétaire de l'entreprise de crédit, le mystérieux Antonio Fernandez. L'hypothèse d'un meurtre pour crédit était hypothétique et jusqu'alors non soutenue par des faits, mais logique du point de vue des intérêts de Fernandez. Annuler la dette en éliminant le débiteur. Cette version reçut une confirmation inattendue après que le département des télécommunications de la police eut présenté une analyse des données de connexion téléphonique de Sofia et Thiago Martins. Dans les données d'appel se trouvait une conversation courte qui eut lieu dans la nuit de la disparition de Sofia. Exactement à 0h47, dans la nuit du 16 avril 2018, Thiago Martins appela le numéro d'Antonio Fernandez. La conversation dura seulement 2 minutes et 8 secondes, mais le seul fait de cet appel remit en question toutes les déclarations précédentes du suspect. Maintenant, la police avait une preuve solide d'une connexion directe entre Martin et Fernandez. Bien que Martins niât obstinément tout contact avec le propriétaire de LX Capital, les enregistrements téléphoniques prouvaient le contraire. Thiago fut convoqué pour un interrogatoire urgent pour expliquer l'appel nocturne. Il n'avait évidemment pas attendu cette question et resta silencieux pendant quelques secondes pour se ressaisir. Puis il expliqua avec assurance qu'il ne pouvait pas se souvenir des détails de la conversation, car 5 ans s'étaient écoulés. Martins insista que cela aurait pu être une coïncidence ou un appel accidentel, mais les enquêteurs remarquèrent son inquiétude évidente. La police, qui comprenait qu'on ne pouvait rien attendre de substantiel de Martins à ce moment-là, demanda immédiatement au tribunal l'autorisation de surveiller le téléphone de Fernandez. Il était clair que précisément le propriétaire de LX Capital pourrait posséder les clés pour élucider la disparition de Sofia, et maintenant il devenait le centre des investigations. La version d'une participation de Fernandez semblait logique et prometteuse, mais jusqu'à présent, l'enquête ne disposait d'aucune preuve directe de sa culpabilité. Il restait une figure dans l'ombre, un cerveau potentiel, dont le rôle n'était pas encore complètement éclairci. La trace financière de Sofia révéla progressivement des détails complètement nouveaux de sa vie, dont même sa famille ne savait rien. Sofia était tombée dans un piège d'endettement, et la seule personne qui aurait pu l'aider était précisément Thiago. Cependant, son motif restait questionnable. Avantage financier ou jalousie personnelle ? Les enquêteurs gardaient les 2 variantes à l'esprit, mais aucune ne pouvait être complètement confirmée jusqu'à présent. Ainsi, le mystère de l'appel nocturne devint pour la police la piste la plus importante. Les enquêteurs commencèrent la préparation d'une vérification à grande échelle des contacts de Fernandez, dans l'espoir de découvrir des connexions qui jusqu'à présent étaient à rester cachées aux yeux de la police. Le meurtre pour crédit resta la principale hypothèse de travail,
Mais il manquait encore aux enquêteurs le plus important, les preuves. Dans le contexte de ces événements, la police de Lisbonne retourna à nouveau au point de départ. Le contrat de Sofia et la signature de Tiago. Précisément ces deux personnes, liées par un document financier, étaient la clé pour résoudre cette histoire mystérieuse et troublante qui avait commencé en ce lointain avril 2018. Les événements décisifs de l'enquête menèrent la police à nouveau vers l'un des principaux suspects, Tiago Martins, et son vieux fourgon Fiat Ducato. Il y a quelques jours, les techniciens criminalistiques avaient découvert une preuve importante, une carte SD du système FleetGuard qui avait été installée par Martins lui-même déjà en 2017. Les enquêteurs espéraient que les données de la carte aideraient à reconstruire l'itinéraire nocturne du fourgon et à déterminer où il se trouvait pendant les heures cruciales de la disparition de Sofia. L'examen de la carte confirma les pires soupçons des enquêteurs. Dans la nuit du 18 avril 2018, le système FleetGuard enregistra l'itinéraire exact du fourgon. À 23h19 du soir, le Ducato quitta la rue Campolide en direction de la zone industrielle Beira-Rio. Déjà à 23h34, le véhicule arriva à l'entrepôt numéro 17, exactement l'entrepôt où 5 ans plus tard fut trouvé le tonneau avec les restes de Sofia. Les enquêteurs demandèrent immédiatement des données similaires pour le second véhicule qui appartenait à Miguel Sousa, un Nissan Vanette. Sousa restait sous stricte surveillance policière et sa participation ou non-participation aux événements aurait pu changer complètement la direction des investigations. Mais ici, les enquêteurs eurent une déception. Le système GPS dans le fourgon de Sousa avait été complètement désactivé déjà en mars 2018. Une vérification physique révéla que le fusible du module GPS avait été intentionnellement retiré. Cela rendit impossible la détermination des coordonnées exactes du véhicule au moment d'intérêt pour la police. Lors d'un nouvel interrogatoire de Sousa, les enquêteurs le confrontèrent avec ces nouvelles informations et exigèrent une explication. Miguel leur montra sans hésiter d'anciens messages d'un chat privé avec Martins. Dans la correspondance se trouvait effectivement une demande de Tiago pour aider au transport de quelques sacs de ciment. Le moment de l'envoi du message coïncidait avec le temps de mouvement du Ducato. Sousa insista qu'il voulait partir plus tard, mais que Tiago avait soi-disant révoqué la demande au dernier moment. Cependant, dans les données GPS et dans les enregistrements vidéo de la police de la circulation, le Nissan Vanette de Sousa ne fut pas enregistré du tout cette nuit-là. Sur aucun tronçon de route menant à la zone industrielle n'apparut son fourgon, ce qui fit naître des doutes sur la sincérité de Miguel dans l'enquête. L'hypothèse surgit qu'il pourrait avoir intentionnellement désactivé le GPS et détourné l'attention des caméras pour permettre au fourgon de Martins d'avoir un voyage sans obstacle vers l'entrepôt. Cette version sonnait convaincante, mais restait sans preuve directe. La police décida de ne pas l'écarter définitivement, mais classa Sousa à nouveau comme témoin. Les accusations qui ne se basaient que sur des suppositions indirectes semblaient trop fragiles. Le focus des investigations retourna au Fiat Ducato et à la personne de Martins. Les enquêteurs obtinrent l'autorisation judiciaire pour confisquer et ouvrir son téléphone privé. Cette fois, les efforts de la police ne furent pas vains. Dans la corbeille des photos supprimées, fut trouvée une image prise le 18 avril 2018 à 2h11 du matin. La photo avait été prise à l'intérieur du Ducato et montrait clairement un tonneau métallique identique à celui trouvé plus tard dans l'entrepôt. Cette photo devint la découverte la plus importante. Mais qui avait pris cette photo et dans quel but? Cela restait inconnu. Les métadonnées de l'image étaient partiellement endommagées et la police dut la remettre aux techniciens criminalistiques pour la récupération des données EXIF. Pour l'instant,
la question de qui avait pris la photo restait ouverte. Maintenant, les enquêteurs avaient une confirmation ferme que le Fiat Ducato de Thiago Martins avait été sur les lieux du crime la nuit de la disparition de Sofia. Cela renforça considérablement les soupçons contre lui, bien que Martins lui-même répondit à toutes les questions de manière sèche et brève. Je ne me souviens pas des détails. Je ne comprends pas comment cette image a pu arriver sur mon téléphone. Les experts continuèrent d'analyser l'itinéraire nocturne du Ducato et notèrent tous ces arrêts que le système FleetGuard avait enregistrés. Précisément, ce système était maintenant le principal assistant de la police, car il permettait de créer un tableau complet des actions du suspect. Les experts n'excluaient pas que dans cette histoire, il pourrait y avoir eu une autre personne, dont le véhicule ne fut capturé par aucune caméra cette nuit-là. Peut-être était-ce précisément cette personne qui aida Martin. Les enquêteurs ne se précipitèrent pas avec les conclusions. Ils comprenaient que la situation avec Souza était peu claire. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas de preuves directes confirmant sa participation au transport du tonneau ou à la dissimulation des traces. Cependant, les enquêteurs ne pouvaient pas non plus exclure complètement sa participation. Les investigations avaient considérablement progressé. Maintenant, la police n'avait pas seulement des suppositions, mais des coordonnées et des temps réels qui confirmaient que précisément, le fourgon de Martin avait été près de l'entrepôt la nuit où Sofia disparut. Mais les questions principales restaient en suspens et jusqu'à présent, il n'y avait pas de réponse claire sur les motifs et le rôle de chacun des impliqués. Dans les prochains jours, les enquêteurs prévoyaient d'obtenir les données ex-if récupérées de la photo, dans l'espoir de comprendre qui tenait le téléphone au moment de prendre l'image et pourquoi l'image fut supprimée. Le mystère du voyage nocturne de Thiago Martins s'approchait de son élucidation, mais restait pour l'instant encore derrière un mince voile d'incertitude. Le 25 juin, l'enquête avait rassemblé suffisamment de preuves pour effectuer une perquisition finale de l'appartement de Thiago Martins. L'objectif principal était confirmer ou réfuter la version d'une chute accidentelle que Martins avait présentée ces derniers jours. La police avait déjà des résultats préliminaires de l'analyse des taches de sang sous le stratifié, mais maintenant les techniciens criminalistiques ont eu la possibilité d'examiner complètement les sols du couloir de l'appartement. Après que le stratifié ait été complètement retiré, les experts sont arrivés à une conclusion qui a définitivement réfuté toutes les explications précédentes du suspect. Sous le stratifié a été découverte une base spéciale qui était complètement imbibée de sang. Une estimation expertale a révélé un volume spécifique de liquide, pas moins de 180 millilitres. L'examen médico-légal a réalisé une analyse du motif d'éclaboussure de sang et est arrivé à une conclusion sans équivoque. La blessure a été causée par un coup avec un objet contondant dans la zone de la tête où l'angle et le type de tache indiquaient une projection capillaire verticale. En conséquence, la version de Martin d'une chute de Sofia depuis le sol a été complètement écartée. Après que les résultats de l'expertise aient été présentés à Martins, son comportement a changé radicalement. Il semblait perdu, tendu, comme s'il n'avait plus de réponse convaincante pour les enquêteurs. Thiago a expliqué littéralement aux enquêteurs « Elle est vraiment tombée et s'est cognée. J'ai eu peur et j'ai décidé de dissimuler l'incident. » Mais les enquêteurs comprenaient déjà que c'était un mensonge évident. Le médecin légiste a immédiatement écarté en présence de Martins la possibilité de subir une telle blessure lors d'une chute ordinaire. L'expertise indiquait clairement une influence externe active qui s'est produite avec une force spécifique et sous un angle clair. À ce moment, Thiago a recommencé à changer ses déclarations, essayait de détourner les soupçons de lui-même et faisait allusion à une troisième personne qui était soi-disant responsable de l'incident. Maintenant, il insistait sur le fait qu'un certain créancier inconnu, dont il avait soi-disant oublié le nom,
était venu lui-même chez lui et avait exercé de la violence contre Sofia à cause de ses dettes. Martins affirmait qu'il avait seulement été témoin d'un conflit qui avait soi-disant échappé à tout contrôle. Mais la police comprenait déjà que cette version ne résistait à aucune critique non plus. Lors de tous les interrogatoires précédents, Martins avait catégoriquement nié avoir vu personnellement les créanciers de Sofia ou les avoir laissés entrer chez lui. L'enquête a décidé d'examiner l'appartement encore plus minutieusement, et cela a apporté à nouveau un résultat inattendu. Les analyses balistiques et chimiques ont montré la présence de particules spéciales de bitume sur les panneaux de stratifiés. Ces particules correspondaient à la composition de la couche protectrice du fût métallique qui avait été trouvée dans l'entrepôt numéro 17 avec les restes de Sofia. C'était une nouvelle découverte sensationnelle qui a radicalement changé l'idée des enquêteurs sur ce qui s'était passé dans l'appartement. L'expertise a confirmé le fût dans lequel les restes ont été trouvés plus tard se trouvait directement dans l'appartement de Martin au moment de l'attaque contre Sofia. Et bien que les circonstances exactes et la chronologie des événements étaient encore inconnues, la seule présence du fût signifiait que le crime ne pouvait pas être un simple hasard ou une négligence. Les enquêteurs ont été confrontés à la question du transport de ce fût vers l'appartement et à nouveau vers l'extérieur. La police comprenait qu'il était impossible de porter un gros objet sans être remarqué vers un immeuble résidentiel et de le ressortir. Mais les voisins affirmaient ne se souvenir de rien de tel, et les caméras de surveillance à l'entrée n'avaient pas non plus enregistré d'activité étrange ce jour-là. Il est devenu clair aux enquêteurs que Martins avait un plan soigneusement réfléchi, dont les détails devaient encore être déterminés. Mais déjà maintenant, l'enquête avait tout le nécessaire pour commencer à élaborer un acte d'accusation officiel. Toutes les tentatives de Thiago d'échapper à la responsabilité, de changer ses explications ou de blâmer un certain créancier ont définitivement échoué. Les preuves physiques, les expertises médico-légales et les contradictions logiques dans ses déclarations ne laissaient aucun doute sur la participation de Martin. En attendant, la police ne se dépêchait pas d'écarter complètement la participation d'autres personnes, comme par exemple Souza ou le propriétaire de l'entreprise de crédit Fernandez. Mais leur rôle dans ce qui s'était passé n'était pas encore clair, et surtout, ils n'avaient pas la même confirmation sérieuse que Martin. La dernière phase des enquêtes était proche de se terminer. Tout le tableau du crime se reconstituait lentement, mais inexorablement. Thiago Martins ne niait presque plus les faits, bien que sa dernière ligne de défense ressemblait plutôt à une tentative désespérée d'atténuer sa propre punition qu'à une explication réelle de ce qui s'était passé. À ce stade, devant les enquêteurs ne restait qu'une seule tâche non résolue: comprendre comment Martins avait réussi à transporter le fût de telle manière qu'aucun témoin ne l'ait remarqué. Cette énigme est restée le dernier élément non résolu de l'affaire et a été séparée dans une procédure à part que l'enquête voulait conclure dans les prochains jours. Maintenant, la police de Lisbonne préparait officiellement les documents pour le transfert de l'affaire au tribunal, où Martin n'aurait plus à expliquer aux enquêteurs, mais aux juges et aux jurés, pourquoi tant de preuves pointaient vers sa culpabilité directe dans la disparition de Sofia Alves. Le 4 mars 2024 s'est terminé dans la salle du tribunal municipal de Lisbonne un procès qui avait duré presque 10 mois. Sur le banc des accusés, Thiago Martins, déclaré coupable d'un crime grave commis il y a 6 ans. Le procureur a présenté au tribunal, en s'appuyant sur toutes les preuves recueillies par l'enquête, en détail le tableau complet des événements de cette nuit d'avril de l'année 2018. Le tribunal a entendu une chaîne de preuves dans laquelle il ne restait plus d'ambiguïté. Cette nuit-là, Sofia est venue dans l'appartement de Martin avec l'intention d'obtenir l'annulation de la garantie du prêt de LX Capital. Entre eux a surgi un conflit qui s'est rapidement transformé en bagarre.
L'affaire s'est compliquée parce que Sofia, comme on l'a su par la correspondance, ne prévoyait pas seulement de se libérer des obligations financières, mais aussi d'exposer le schéma de fraude de Martins avec les microcrédits. Cela aurait signifié non seulement sa faillite personnelle, mais aussi une poursuite pénale inévitable pour Thiago. Les enquêteurs ont définitivement établi le motif, la peur de Martin de la révélation, intensifiée par un sentiment de jalousie envers Sofia, qui organisait évidemment sa vie sans lui. Les experts ont présenté devant le tribunal une expertise. La blessure a été infligée à Sofia dans le couloir de l'appartement de Martin, où au moment des faits se trouvait un fût industriel métallique qui avait été acheté un jour avant les événements. Les preuves sont irréfutables. Les particules de bitume sur le stratifié correspondaient au revêtement du fût, et les taches de sang ont complètement confirmé la biomécanique de la blessure. Après que tout soit arrivé, Martin a mis Sofia dans ce même fût, l'a arrosée de chaux et d'huile, l'a scellée hermétiquement, et déjà dans la nuit à 23h34, l'a transportée avec la camionnette Fiat Ducato à l'entrepôt numéro 17 dans la zone industrielle Beira Rio. Pendant tout le procès, Martins a essayé de reporter la responsabilité sur d'autres personnes. D'abord, il a accusé Miguel Sousa, qui l'aurait soi-disant aidé à effacer les traces. Mais le tribunal a prouvé l'alibi de Sousa. Cette nuit-là, il se trouvait à Porto, à 200 km du lieu du crime, ce qui fut confirmé par des billets de train et des témoignages. Sousa fut complètement acquitté, et ses fausses déclarations sur le deuxième tonneau furent simplement considérées comme une tentative d'aider un ami à échapper au châtiment. Une autre ligne d'accusation contre Antonio Fernandez, le propriétaire de LX au Capital, ne trouva également aucune confirmation. Les enquêteurs établirent que son rôle se limitait exclusivement à l'octroi du prêt. Les contacts avec Martins étaient de nature purement commerciale. L'accusation contre Fernandez fut entièrement abandonnée et il resta une figure dans l'ombre de cette affaire sans conséquences juridiques. Au cours du procès, l'avocat de Martin fit une dernière tentative pour changer le cours du processus en évoquant la disparition de précisément ces 20 000 € que Sofia avait reçus. Il essaya même d'accuser sa famille de fraude et de mise en scène de la disparition, exigeant une enquête supplémentaire. Le juge qualifia cette demande de manipulation directe et la rejeta immédiatement. Après une brève pause, le juge annonça la décision. Thiago Martins est déclaré coupable sur tous les chefs d'accusation et condamné à 22 ans d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité. Le verdict fut prononcé sèchement, sans émotion ni commentaire, comme il convient à un tribunal. Le tribunal établit que l'enquête n'avait pas réussi à déterminer le moment exact de la mort de Sofia Alves. L'examen médico-légal ne révéla qu'une période du 16 au 18 avril 2018. Mais malgré cette lacune, les questions principales furent entièrement clarifiées. L'identité de Sofia fut confirmée, les circonstances du crime furent révélées en détail. L'alibi de Martin s'avéra être un mensonge soigneusement planifié. Sousa et Fernandez furent officiellement exclus de l'affaire. Cependant, certains détails des enquêtes restèrent sous-scellés. Par exemple, les 20 000 € disparus qui avaient été transférés à Sofia par l'entreprise LX Capital ne furent jamais retrouvés. Les huissiers tentèrent d'obtenir l'accès aux comptes financiers de l'entreprise, mais l'opération fonctionnait via des comptes fictifs pour l'obtention d'espèces et la piste se perdit. Les enquêtes sur cette question furent suspendues jusqu'à l'apparition de nouvelles informations. Il ne fut jamais non plus clarifié qui d'autre aurait pu aider Martins à dissimuler les traces. Les caméras de surveillance n'enregistrèrent pas le mouvement du tonneau et les témoins ne remarquèrent rien de suspect. Cette partie de l'affaire resta ouverte et attend de nouvelles données,
si elle devait jamais apparaître. Le procès se termina exactement à 17 heures. Martin fut sorti du tribunal menotté. Il ne regarda pas en arrière et ne dit pas un mot. La famille de Sofia Alves se leva et quitta silencieusement la salle d'audience. La procédure judiciaire fut close.